c'est parti. Bah voilà, bienvenue à tous et bienvenue pour cette nouvelle session des chemins du ciel, session de rentrée, c'est les chemins du ciel de septembre. Bon, on va faire comme d'habitude, trois parties. La première partie, ça va être le quiz astro. La deuxième partie, ça va être une carte du ciel datée du 15 septembre à minuit, sans aucune annotation, et à chacun d'essayer de... Alors, on ne va pas faire passer le laser pour pointer les objets, mais bon, j'aurai la souris et vous me direz à droite, à gauche, à nord, enfin en bas, en haut, pour aller pointer les différentes constellations que vous reconnaissez. Et puis on finira la troisième partie, on va présenter, on va travailler sur une constellation un peu plus en détail. Ce que je vous avais dit dans le mail que je vous ai envoyé, c'était le Verseau, voilà. Alors peut-être que vous avez pris le temps de faire des recherches. J'ai mal affiché. Ah, bah c'est bien, c'est bien. On va voir ça. On va voir si tu as, pris de bonnes notes. J'ai pris quelques trucs. Voilà. Et puis on va l'étudier un peu plus en détail. Bon, c'est parti, le quiz. C'est un quiz de rentrée que je trouve assez facile, mais bon, ce que je trouve facile, moi, c'est peut-être plus difficile pour les autres. Ça, c'est clair. Alors, c'est parti. Allez, première question. Le 15 septembre à minuit, quelle constellation passe au méridien? Alors, est-ce qu'il s'agit de A, l'Aigle, B, Andromède, C, le Capricorne, D, les Poissons? Le 15 septembre à minuit. Allez, Andromède. Alors, qui pense réponse A, l'Aigle? Personne. Qui pense Andromède? Deux personnes. Trois personnes. Le Capricorne? Deux personnes. Ah, vraiment partagé. Hein. Et les Poissons? Bon, tu as le droit de lever la main aussi, toi. Hein. Moi, je lève la main à tout. Donc, alors, il y a trois réponses pour Andromède, deux pour le Capricorne. Eh bien, on va avoir la réponse en image. C'était le Capricorne. Eh oui, l'Aigle, c'est trop tard, c'est déjà passé. Et Andromède et les Poissons, c'est encore trop tôt pour qu'elle passe au méridien à minuit. Question suivante. Quelle constellation n'est pas voisine de Pégase? Pégase, c'est le cheval ailé, le carré de Pégase. Alors, est-ce qu'il s'agit... Alors, qui n'est pas voisine de Pégase? Est-ce qu'il s'agit d'Andromède? Est-ce qu'il s'agit du Capricorne? Est-ce qu'il s'agit des Poissons? Ou est-ce qu'il s'agit du Verseau? Un petit temps de réflexion. Alors, qui pense qu'Andromède n'est pas voisine de Pégase? Non. Qui pense le Capricorne? Deux et demi, 3, voilà. Qui pense les Poissons? 3. Et qui pense le Verseau? Alors là, oui, il y a
Il y a plusieurs votes, là, j'ai l'impression. Donc 7, 8, d'accord. Alors, on va voir la réponse, hein. Hop. C'est de nouveau le Capricorne. Eh oui, c'est le Capricorne. Alors, Andromède, évidemment que non, hein, vu que l'étoile du carré de Pégase, qui est en haut à gauche, fait partie de Pégase, mais d'Andromède. Les poissons, le Verseau. Bon, tu vas pouvoir changer d'orientation. Ah, Parce que l'engin, il a. ouais. En fait, je pense qu'on va le mettre là, hein, ça sera plus simple. Alors. Oula. Je pensais que les poissons étaient également casqués de Non, en fait, entre Pégase et le Capricorne, il y a le Verseau, en fait. Voilà. Les poissons sont. Les poissons, c'est... en fait, sous le carré de Pégase, il y a une tête de poisson. Tu sais, les poissons, il y a deux têtes. Et la tête en forme de lampe d'Aladin, en fait, hein, elle est juste en dessous du carré. Le poisson n'est pas en dessous du Verseau? Alors, les poissons sont au-dessus, sont en partie au-dessus du Verseau et sur le côté gauche du Verseau. C'est bien sur Wikipédia que quand il verse son eau de sa cruche du Verseau, elle tombe dans la gueule du poisson. Du poisson austral. Ah, austral, c'est vrai. Voilà. Oui, exact. Voilà. Pas le même, pas le même. Exact. Voilà. Donc c'est le poisson austral. C'est peut-être une dorade. Wow. Putain, vous avez du pognon en ce terrain, hein? Oh la vache. Ouais. Alors, on va faire question suivante. Ouais. Alors, question suivante. Ou alors, on va faire la question suivante sur le nouvel écran. Waouh. Oh là là. Je veux le redescendre. Hop, alors, tac. Bon. Voilà. Alors, tac. Version cinéma, les gars. Il est perlé cet écran. Eh, tu vas pouvoir l'éloigner. Ouais. Installons pour samedi prochain. Retire ton disque dur. Attends, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Oui. Attends, on va faire passer par-dessus. Voilà. Là, du coup. Ça sent le neuf, hein. Ah oui. Voilà. Tac. Et juste une. Non, normalement, non. C'est juste qu'il faut que je refasse la... Attends, c'est celui-là. Voilà. Tac. Voilà, attends, je vais refaire le trapèze. Tac. Non, qu'est-ce que je fais? Tac. Voilà, il faut que je descende. Et là... Voilà, c'est pas mal, c'est bien comme ça. Eh ben. Il a été bien calqué l'écran. Il a été. De Rennes. C'est là-bas qu'il y a. Alors, waouh, là c'est moderne, là on a un nouvel écran dans la salle, c'est génial. Alors, question suivante. Alors attendez, est-ce que je suis? Oui, je suis là. Alors, cherchez l'intrus. Alors, la dorade, le poisson austral, le poisson volant, la murène. Alors, la dorade.
Alors, la question c'est, quelle constellation n'existe pas? Voilà. Alors, est-ce que la dorade, ça existe? Oui. Est-ce que le poisson austral existe? Oui. Est-ce que le poisson volant existe? Non. J'ai jamais vu encore. Est-ce que la murène existe? Non plus. Donc là, Ah, ils sont sur d'autres- attention, il y a un intrus. Oui, il n'y en a qu'un. Eh oui. Donc, moi, c'est la murène. Alors, qui vote alors, l'intrus, qui pense que c'est le poisson volant, l'intrus? Personne. Qui pense que c'est la dorade, l'intrus? D'accord, une réponse. Le poisson austral, personne. Et la murène? C'est, alors, la réponse en image, c'est la murène. Voilà. Alors, la dorade, c'est dans l'hémisphère austral. Le poisson volant aussi. Voilà. Il y a 88 constellations dans le ciel, et évidemment, il y a un moment, il faut quand même citer celles qui sont en dessous. Ah, c'est vrai qu'il y a des constellations assez exotiques dans l'hémisphère sud. Le poisson austral est très fort, parce qu'on pourrait dire que c'est Bah, il est quand même assez au sud quand même. Hein. Bah, il est en dessous de l'équateur céleste. Donc il fait partie de l'hémisphère sud. Même si on peut le voir quand même. Question suivante. Voilà. Un astérisme est A. Un Gaulois. Astérisme le Gaulois. Hein. B. Un amas ouvert. C. Une figure d'étoile. D. Un amas de nébuleuses. Alors, un astérisme. Alors, qui pense que c'est un Gaulois? Personne. C'est dommage. J'ai fait des efforts là, quand même. Qui pense que c'est un amas ouvert? Non. Qui pense que c'est une figure d'étoile? 6 réponses. Qui pense que c'est un amas de nébuleuses? Aucune. Eh bien, c'est un sans faute. C'est parfait. C'était bien une figure d'étoile. Alors, c'est vrai que un astérisme, c'est soit... Enfin, ça ne peut pas être un amas d'étoiles. C'est soit un amas, soit un astérisme. Ça ne peut pas être les deux. Alors, question suivante. Fomalhaute. Eh ben voilà. Fomalhaute est l'étoile principale de quelle constellation? Alors, réponse A, le dauphin. Réponse B, le lézard. Réponse C, le poisson austral. Réponse D, le Verseau. Je pense qu'on a un petit peu étudié la question là, depuis le début. Qui pense que c'est l'étoile principale du dauphin? Ok. Une personne. Qui pense que c'est le lézard? Non. Le poisson austral? Ok. Et le Verseau? Personne. Eh bien, la réponse, c'est... Hop, voilà, ça me fait peur. Le poisson austral, voilà, oui. Et Fomalhaute, voilà, c'est l'étoile principale du poisson austral. Ok. Question suivante. Où se trouve la nébuleuse Saturne? Ah bah il fallait quand même par moments quelques questions un peu plus difficiles. Hein. On ne peut pas toujours. Voilà. Il y a une nébuleuse
Je vous montrerai une image de cette nébuleuse-là. Et elle se trouve dans une des constellations suivantes. Est-ce qu'elle se trouve dans le Verseau? Est-ce qu'elle se trouve dans le Sagittaire? Est-ce qu'elle se trouve dans le Dauphin? Ou est-ce qu'elle se trouve dans le Lézard? Alors, la nébuleuse Saturne, c'est une nébuleuse planétaire. Alors, qui pense qu'elle est dans le Verseau? 2. Qui pense qu'elle est dans le Sagittaire? 1. Dans le Dauphin? Ou alors dans le Lézard? Ok. La réponse, c'est dans le Verseau. Voilà, dans le Verseau, une petite nébuleuse. Et voilà à quoi il ressemble en fait. Ah, c'est la 7009 ou la 7293? C'est la 7009. Ah, voilà. idiot. Ben oui, voilà, il fallait regarder tes antisèches. Ben voilà. Donc, ça en fait, dans les instruments amateurs, des instruments, voilà, les petits instruments, on verra une petite tache. L'instrument un peu plus important, on verra que c'est ovale. Et à partir d'un 500 mm, on verra, alors je ne sais pas si, là on ne voit pas sur l'écran, mais sur mon écran d'ordinateur, ou alors ici, on les voit ici. Là, voilà. Là, dans un 500 mm, on va voir les anneaux de cette nébuleuse. Enfin, c'est pas vraiment des anneaux, mais ça donne l'impression. C'est pour ça qu'on l'a appelée nébuleuse Saturne. Dans le Verseau. Voilà, c'est dans le Verseau. Question. Nébuleuse planétaire. Ouais, question suivante. M15 est un très joli objet dans Pégase. Mais qu'est-ce que c'est? M15, c'est un amas globulaire. C'est un amas ouvert, une nébuleuse planétaire ou une galaxie. M15. C'est un objet de Messier, c'est dans le catalogue Messier, et c'est pas dans tes antisèches. Ah. Oui, parce qu'elle est dans Pégase, elle n'est pas dans le Verseau. Ah, voilà. Eh oui. Alors, qui pense qu'elle est dans... qu'elle est dans Pégase, oui. Tout le monde pense qu'elle est dans Pégase. Qui pense que c'est un amas globulaire? Oh, allez, on risque. Ok. Qui pense que c'est un amas ouvert? Ok. Une nébuleuse planétaire? D'accord. Une galaxie? Et qui pense rien? Voilà. La réponse en image, cette fois-ci, puisque je l'ai pris en photo, il s'agit d'un amas globulaire, en effet, voilà. Un très joli amas globulaire. Voilà. Et ceci termine le quiz du mois. Alors ça, je vais... Alors, échappe. Je vais... voilà. Mettre... pardon? Format haute? Les... attends, je mets ça. En fait, c'est l'étoile principale sur le Verseau, c'est une poisson astrale. Et quand on voit les dessins qui sont faits sur Internet, on voit dans le Verseau qui dit que ça gourde, et le poisson austral qui reçoit l'eau qui descend la gourde. Ouais. Mais là tu es en train de dire ce que je vais dire dans quelques minutes. Donc, donc voilà, Fomalhaute, c'est l'étoile principale du Verseau. Et c'est vrai que c'est quand même une région
assez pauvre en étoiles brillantes, et s'il y a une étoile qu'on voit dans le ciel, dans cette région-là du Verseau, enfin, aux alentours du Verseau, ben, on remarque très vite quand même qu'il y a cette étoile-là, assez bas sur l'horizon, hein, qui brille, qui n'est pas non plus, c'est pas Bételgeuse, c'est pas Vega, mais quand même, c'est une étoile assez remarquable et du ciel. Mais à part ça, je crois qu'elle est assez proche de nous. Il faudrait que je regarde un petit peu les distances, mais attendez, je vais mettre ça là. Attends, c'est celle-là ou c'est celle-là? Non, c'est celle-là, je pense. Voilà, Fomalhaute. Fomalhaute est à 25 années-lumière. Donc elle est assez proche de nous. Oui, 25 fois 10 milliards de kilomètres, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Alors. Voilà, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se mettre sur les deux côtés de la table. Alors, eh bien, je vais le mettre en référence. Voilà. Ah oui, je comprends pourquoi. Ah bah là, il y a des soucis pour reprendre. Ah, c'est confortable, hein? Ah, ouais, c'est vrai. C'est encombrant, mais c'est confortable. Ah oui, oui. Irrigati, il passe un bon film après tellement l'écran est... Ouais. Alors, nous voici à la deuxième partie de la séance. Je vérifie bien que... ouais, c'est ça. Ok. Alors, c'est le ciel du mois de septembre, du 15 septembre 2020 à minuit, avec des étoiles de magnitude 6. Donc là, on est le sud, le nord, l'ouest et l'est. Est-ce qu'il y a des constellations que vous reconnaissez dans le lot? Oh, bah oui. Alors, en haut à droite. Alors, en haut, d'accord, c'est par là. La Grande Ourse, en effet. Attendez, je vais peut-être améliorer un petit peu la netteté. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc la Grande Ourse, en effet, c'est pas la meilleure période pour observer la Grande Ourse, mais la Grande Ourse, on peut la voir quand même toute l'année. La meilleure période, c'est au printemps. Là, on arrive sur l'automne. Et les pattes de la Grande Ourse sont un petit peu basses, ouais, très juste. Donc voilà, la Grande Ourse, ça tout le monde l'a reconnu. Ok. Quoi d'autre? Si on descend, comment dire, par rapport au centre, là on descend complètement, on arrive sur le Verseau, un peu à gauche. Là, on descend, là c'est la Gourde qui est dessus. Voilà, ouais. Les trois étoiles caractéristiques, enfin même la quatrième, là, voilà, c'est 4 étoiles. Alors la gourde ou la jarre, le vase, ce qu'on veut, quoi. Le récipient d'eau qui jette son eau vers Fomalhaute, étoile donc du poisson austral. Donc c'est vrai que là, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'étoiles brillantes dans la région, et Fomalhaute, elle se distingue assez facilement dans le ciel. Et donc ce qu'on ne voit pas du tout à droite, parce que j'ai regardé ici à la dentière, c'est très sombre, c'est ce qu'on appelle le Capricorne. On ne voit pas grand-chose là sur cette partie-là. Par là, ouais. Alors le Capricorne, si on reconnaît la tête du Capricorne. Parce que là, en fait, il y a une étoile double optique. Donc, ce n'est pas des vraies étoiles doubles. Elles sont, voilà, c'est en perspective. Mais à l'œil nu, on voit deux étoiles très proches. Comme ici, vous voyez, là sur la carte. Et donc, puis une étoile en dessous. Après, je crois que chaque étoile est
réellement une étoile double. Donc il faudrait regarder de plus près, mais au moins à l'œil nu, on reconnaît assez facilement la tête du Capricorne. Et après, en fait, le Capricorne, ça va jusqu'à cette étoile et ça redescend comme ça. Voilà. Voilà. C'est plus facile d'avoir sur plan que dans le ciel. Ouais. Ouais. Ah, il faut avoir un horizon assez dégagé, quoi. Et un ciel. Oui, surtout, c'est ça. Mais au moins, la tête du Capricorne, c'est assez facile à reconnaître. Alors, ensuite. On a un petit bout du Sagittaire. Bah oui, si on continue vers la... Voilà. Là, le Sagittaire qui est en train de se coucher. Donc, il nous reste encore la cuillère du Sagittaire, là, de la théière. Le lance de la théière. Le chapeau de la théière. Et il y a même le bec verseur, là, ici. Mais il manque le corps de la théière. Voilà. Au-dessus, l'aigle. Voilà. Ça, c'est quelle étoile? Altaïr. Donc l'aigle qui plonge dans la Voie lactée, le bec de l'aigle ici. Oui, en dessous ici, c'est quoi? L'écu de Sobieski, oui, en effet, voilà. Alors, l'écu de Sobieski, on ne reconnaît pas forcément les étoiles, mais on reconnaît très facilement la concentration, la forte concentration de la Voie lactée qui est à cet endroit-là. Ça saute aux yeux. Vraiment, l'écu de Sobieski, on ne reconnaît pas la figure, mais c'est une région extrêmement dense en étoiles. Et donc juste à côté, alors c'est la queue du serpent. Voilà. Alors, la queue du serpent, alors attendez, c'est... Alors attendez, parce que là c'est l'aigle qui va jusque là. Voilà. Donc, alors, ouais. Ophiuchus, oui, est là. Ok. Pour ceux qui aiment les fables de La Fontaine, j'ai trouvé une fable de La Fontaine qui s'appelle La tête et la queue du serpent. C'est un peu sur l'obscurantisme, c'est très amusant. Alors, En fait, le serpent nous montre jusqu'à l'étoile qui est au niveau de la jonction des ailes de l'aigle. alors, oui, ça va jusque là. La jonction de l'aigle. Tac, tac. Non, entre les deux ailes. Voilà, tu as l'étoile là et l'étoile qui est à droite. C'est là. D'accord. Ah, voilà. Ok. Tac. Et là qui est Tac. le bout de... Ok. Et la tête de serpent, est-ce qu'on la voit? De l'autre côté d'Ophiuchus. On a passé au Ophiuchus, il y a le prior, là, avec le sarrement. Voilà. Non, c'est pourtant ça. C'est ça la tête du serpent, la gueule du serpent ouverte, comme ça, qui nous crache son venin. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. La couronne boréale, en effet, elle est là. Tac. Si la couronne boréale est là, qu'est-ce qu'il y a à côté, de part et d'autre? Il y a le Bouvier, voilà, avec Arcturus. Donc, le Bouvier, tac. Et de l'autre côté, il y a Hercule, tac. Voilà, ça fait encore partie d'Hercule. Voilà.
Alors, le nom de... Voilà, j'ai tendance à confondre les deux entre Rasalag et Rasalgeti. Voilà, mais ouais, ok, c'est ces deux étoiles. Ok. Oui, en plein centre, le signe donc avec Deneb. Quelqu'un la connaît, Sadr? Ouais, voilà. Le cœur enfin, les poumons de... Ouais. Là, c'est une autre étoile. Et ici, c'est Albireo. Voilà. Voilà, l'étoile double ici. Avec ici une aile et une autre aile. Il y a deux ailes. Ok. Donc, on a ici le signe. On a vu l'aigle. Voilà, la lyre. Elle est où? Voilà. Vega. Et le parallélogramme. Tac. Voilà. Et ça, c'est une étoile double célèbre. Je crois, c'est celle-là, je crois. Ah, c'est ça. Epsilon. Epsilon de la lyre. Ok, donc là on a la lyre, et en fait ces trois-là, ça forme quoi? Le triangle d'été. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La flèche. Quelqu'un sait où se trouve la flèche? Le dauphin est au-dessus, la flèche est en dessous. Donc l'aigle. Tac. Alors à gauche, oui, ici, voilà. Voilà. Le dauphin est là, l'une des constellations qui ressemble vraiment à ce qu'il a à son nom. Ça ressemble bien à un dauphin. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté du dauphin d'ailleurs? Une petite constellation. Le petit cheval. Alors le petit cheval, c'est pas compliqué, il y a 3 étoiles. 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est réglé. C'est fermé. Il y a le nom? Alors le petit cheval, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pégase. Alors, est-ce que Pégase saute aux yeux de tout le monde? Alors, qui le voit? Qui le voit pas? Ah non, non, non. Pégase est à gauche du signe. Alors là, le signe est là. Tac, 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 tac. Voilà, 1, 2, 3, 4. Le carré de Pégase, ok, sauf que dans le carré, voilà. Alors Pégase, attention, ça va aussi de là, là, et ça remonte comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Alors, donc le carré de Pégase, qui n'est pas un carré, pourquoi il n'est pas un carré? Voilà. Mais on peut dire aussi qu'il y a une 4e étoile qui ne fait pas partie de Pégase. Et voilà. Et Andromède, elle est où? Donc du coup, là. Ça part de là. Tac. 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 Et puis ça part aussi après comme ça, aussi.
Voilà. Ok. Et en plein milieu de la corde, on a La fameuse galaxie. Voilà. On remonte et on arrive là, et c'est là. Ok. Donc, dans le prolongement en Grenelle, on a alors, on continue. Donc, percer. Alors, Mais percer, ouais, il c'est est ça. pas en- tac, 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 tac. Il est pas en entier percé. Si, Si, si. Si, mais je vais chercher les clés. Ah, si, oui, d'accord. Alors, donc là, on a percé. Ok. Qu'est-ce Bah oui. Mais Cassiopée, c'est où? Tout le monde voit le Cassiopée? En pleine galaxie. C'est dans la Voie lactée. Il faut chercher dans la Voie lactée. Un peu plus bas. Voilà. Tac, tac, tac. Et juste à côté, il y a CF. C'est fait. À droite. Non. Voilà. CF, Le, il est derrière la queue du signe. là, c'est le carré et le triangle est là. Bah, moi, je pars toujours en fait du signe des Neb, Aldéramine. Voilà. Aldéramine, c'est l'étoile principale de. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des fois des choses qui se passent. Voilà, Aldéramine, des Neb. Et Aldéramine, c'est la base de la maison de Céphée. En sachant que le toit donc le triangle, le toit, il est très proche, il est pas, enfin, il est proche de l'étoile polaire. L'étoile polaire, donc ça c'est Héraï, c'est le fêtage de la maison de Céphée. Et l'étoile polaire, à votre avis, elle est où? Plus au nord. Voilà, elle est là. Voilà. Alors, ouais, on prend la grande ours 5 fois, tac, 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 voilà, et on arrive là. Ok, c'est bien tout ça. Qu'est-ce qui nous reste encore à voir? Ah oui, tiens, tout à l'heure on parlait de Pégase. Qu'est-ce qu'il y a sous le carré de Pégase? Ouais, l'un des deux poissons est sous le carré, donc le carré il est là. Et là, voilà, on a ici voilà, la lampe d'Aladin et puis qui est prolongée, tac, et ça remonte. Hop là. Tac. Et juste à côté, on a le triangle. Ah oui, aussi, juste à côté. Alors, Oui, il y a le bébé. alors ici, 1, 2, 3, c'est le triangle. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis en dessous du triangle, enfin en dessous, quand on regarde côté est, ici il y a quoi? Sous le triangle? Des étoiles. Oui, il y en a. Il n'y a pas que des étoiles. Non, la baleine. Donc là, on a vu le Verseau, les poissons, et après le poisson, après les poissons, c'est le Bélier. Voilà, le Bélier, la tête du Bélier ici, et qui va comme ça. Voilà. Il n'y a pas énormément d'étoiles dans le Bélier, mais au moins on reconnaît bien la tête. La queue, c'est pas toujours évident d'en trouver. Alors, dites.
Le signe, il est là. Oui. Oui, je confirme là. Et la baleine? Alors, oui, il reste encore la baleine. Oui. Alors, qui voit la baleine, non? La baleine, c'est le petit de la forme. Alors, on reconnaît la baleine déjà avec Difda, cette étoile-là. Non, pas celle-là, l'autre. La grande à côté. Voilà, Difda. À ne pas confondre avec Fomalhaute. Et en fait, la baleine, c'est un triangle ici. Voilà. Et un quadrilatère ici. Voilà. Et après, ça va chercher jusque-là. Bah oui, parce que Voilà. en fait, c'est la baleine, l'origine, c'est pas la baleine, c'est un monstre marin. Voilà, c'est un monstre marin, ouais. C'est une baleine un peu bizarre. Et qu'est-ce qui reste encore? Le coco, Coronavirus. Non, non, non. la coche. Alors, dans la Voie lactée, il nous en manque une au moins. Alors, là, c'était percé ici. Et là, c'est quoi? Ah non, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Hein. Ce qui ressemble à CFA, il n'y en a qu'une en fait. C'est un grand pentagone. Non? Avec des abats, Le coco. Le cocher, voilà. Le cocher avec Capella. Capella, ici. Et qu'est-ce qui est en train de pointer son nez ici, là? Le taureau, l'œil du taureau, les Hyades, Aldébaran, voilà. Et ici, les Pléiades, là. Voilà. Dites-moi, je crois qu'on a fait un sacré tour. Hop là, qu'est-ce qu'il me fait des fois? Voilà, il est 17h10. 17h10. Bon, après, voilà, ici, il y a la girafe, le lynx, oui, le dragon, on n'a pas fait le dragon. Voilà, le dragon est ici. La tête du dragon est là. Ici, on a les chiens de chasse. Et puis, ici, cette constellation plein sud. Derrière votre aide d'arbre chez vous, c'est le microscope. Et ici, c'est le sculpteur. Ouais, et il est celui qui voit ça. Et là, c'est quoi déjà? La grue. Voilà. Il y a une grue dans le ciel. Voilà. Enfin, il est parti, hein. Souvenez-vous-en, parce qu'il y aura peut-être ça, et ça sera peut-être l'objet d'une question. Quel est l'intrus? Voilà, il y a une grue dans le ciel. Alors, il y a la boussole, le compas. La table, l'oiseau de paradis, voilà. Et puis là, ah non, là, je ne sais pas. C'est peut-être l'Éridan. Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Ouais. Bon, on saura le mois prochain. Sauf si non, il n'y aura pas encore le changement d'heure. Ok, voilà, on a fait le tour. On va passer maintenant à la troisième partie. Alors, attendez. Est-ce que je vais fermer ça? Non, je ne vais pas fermer ça. Voilà. Ok, la troisième partie, c'est présentation d'une constellation. Alors, dans le mail que je vous avais envoyé, j'avais dit que la constellation qu'on étudierait en détail, c'est
le Verseau. Alors, le Verseau, on va faire un zoom. Hop. Alors, Verseau, voilà, il est là. Voilà. Ok. Alors, le Verseau. Oh, je vais mettre quand même des petites choses. Hein. Paf, tac. Ok. Paf. Ok. Ok. Ouais, il y a des choses intéressantes dans le Verseau. Alors, d'abord une petite présentation de l'historique du Verseau. Alors, le Verseau fait partie des plus anciennes constellations du ciel. On trouve sa trace chez les Babyloniens sous le nom de Gula, qu'on peut traduire par le géant ou le magnifique. Ça, on le retrouve également en fait chez les Sumériens sous le nom de dieu Ea. C'est le dieu des eaux souterraines, des eaux qui peuvent être à la fois bienfaitrices et destructrices. Il était ainsi, par exemple, associé aux crues destructrices que les Babyloniens connaissaient, hein, mais aussi les crues du Nil. Alors, 3000 ans avant notre ère, donc c'est à peu près à cette époque-là qu'on a les premières traces écrites du Verseau. En fait, 3000 ans avant notre ère, le Verseau, c'était le moment, enfin, ça indiquait le solstice d'hiver. C'est-à-dire que le soleil était dans le Verseau à ce moment-là. Donc c'était le début de l'hiver et c'était aussi le début des inondations. Alors, on a pu le voir déjà tout à l'heure, enfin, précédemment, là. C'est une région du ciel qui est quand même très, très liée à l'eau. Donc il y a le Verseau ici, il y a le poisson austral, il y a les poissons, il y a la baleine. D'ailleurs, toute cette région, certains appellent ça la mer, dans le ciel. Alors oui, il y a aussi le fleuve Éridan, mais qui est un peu plus loin là quand même. La constellation, alors la forme de la constellation, là, ici, c'est 3 étoiles. Ces 3 étoiles, c'est en fait ça prend la forme d'un vase ou d'une jarre qui contient de l'eau et qui se déverse. L'eau se déverse jusqu'au niveau de Fomalhaute, donc jusqu'au poisson austral. C'est vrai que les premières formes dessinées du Verseau, c'est essentiellement le vase, la jarre, le récipient. Par la suite, sous l'influence des Grecs, ils vont rajouter un porteur d'eau. Et voilà. Mais c'est un nom qui, enfin, le Verseau va devenir Verseau avec enfin, sous la forme, enfin, le Verseau, c'est le nom latin en fait, et donc ça va prendre le nom de Verseau à ce moment-là. Le Verseau va faire partie des 48 premières constellations définies par Ptolémée, l'astronome, dans son Almageste, donc au 1er siècle après Jésus-Christ. Et l'essentiel des 48 constellations vont se retrouver dans les 88 constellations actuelles, en fait. Je crois qu'en fait, il avait fait le navire Argos, Ptolémée. Il avait défini
Ouais. C'est pour ça que tu reprends Aquarius, le Capricorne, Aquarius, les poissons. Ouais. Parce que il le reconnaîtra à la fin de sa vie. De toute façon, à la fin de sa vie, il dit par la majesté, il y a une partie qui est valable, tout le reste c'est que des conneries. C'est parce que il fallait obtenir des fonds pour pouvoir continuer. Donc l'astrologie moderne est basée sur son ouvrage, mais en fait, il reconnaît lui-même que voilà, c'est bon, ils disent c'est juste pour gagner suffisamment d'argent, quoi. Donc voilà. Et c'est la base quand même après des autres cartes qui vont venir, qui sont basées sur. Voilà. Donc le Verseau, c'est voilà, c'est une constellation très ancienne. Alors un peu plus de description. Alors donc l'élément central du Verseau, c'est le vase. Le trio Eta, Zeta et alors, voilà Sadashbia, qui est où je suis là, Gamma, voilà, c'est Gamma, ça, Sadashbia, et au milieu c'est Eta, Zeta plutôt, et Pi au-dessus, voilà. Ça, c'est le vase. C'est surmonté sous l'épaule. Alors, l'épaule de... Voilà. L'épaule gauche, droite, attends. L'épaule droite du Verseau, ici. Donc, la jarre est sous l'épaule. Et là, il tend le bras avec Sadal Sud qui est l'épaule gauche, du coup. Voilà, c'est ça. Et Al-Bali qui est à peu près là, au niveau de la main du Verseau. Alors, le Verseau, dans le dessin du Verseau, donc, il a une jambe qui va quasiment... qui va pas loin de Famalote, hein. Et puis ici, où je suis là, en fait. Son pied gauche, voilà. Et le genou droit est à proximité de Scat. Scat, c'est celle-là. Voilà. Alors le Verseau est une constellation du zodiaque. Donc, elle précède, enfin, elle suit le Capricorne et elle précède les Poissons. Et elle est entourée également, alors, de l'Aigle, ici, du Dauphin, du Petit Cheval, de Pégase, de la Baleine, voilà, du Sculpteur et du Poisson austral. Voilà. Donc c'est une constellation assez grande, c'est pas la plus grande, hein, loin de là, mais quand même, c'est pas le Petit Cheval, quoi. Alors, parmi les étoiles principales, j'en ai cité déjà quelques-unes. La plus brillante, c'est pas Alpha, justement. Et non, c'est Bêta, c'est Sadal Sud. Sadal Sud qui a une magnitude de 2,89 ou 2,9, voilà. Suivi par Sadal Melik, c'est-à-dire Alpha, qui elle a qui est beaucoup moins brillante puisqu'elle fait magnitude 2,95. Voilà. En fait, il faudrait que j'explique comment il faisait les dénominations des étoiles dans le catalogue Bayer, parce qu'en fait, ils n'étaient pas aussi précis que ça. C'était magnitude 2, toutes les étoiles de magnitude 2 étaient rangées, puis après magnitude 3, mais on peut être à 2,1 et être alpha, ou être bêta et 2,3 à alpha, quoi. C'est... À une certaine époque, quand ils ont fait les constellations, ils ont estimé
Voilà. faible, plus pétante. Alors, Une fois que c'est mis en place, la troisième étoile la plus brillante, c'est Scat, ici. Magnitude 3,27. C'est Delta Aquarius. Aquarii. Alors, il y a aussi des étoiles doubles. Alors, étoile double, eh bien, l'une des plus faciles à trouver, ça va être celle-là, Zeta. C'est une étoile triple. Bon, la troisième composante, c'est une étoile, enfin, c'est une étoile spectroscopique, donc inaccessible pour les amateurs. Donc on va s'arrêter aux deux premières composantes, magnitude 4,3 et magnitude 4,5. Donc très proches l'une de l'autre. Et elles sont séparées de 2 secondes aussi. Donc elles sont aussi, la séparation est aussi très, très serrée. Elles ont un aspect jaune. Donc c'est assez sympa à faire, mais donc il va falloir grossir un peu pour les séparer. Il y a aussi l'étoile 107. Alors 107, je vais aller la chercher. Elle est là. Ok, donc c'est en bas, voilà, 107. C'est une étoile multiple, mais là aussi on va s'arrêter aux deux principales composantes. Magnitude 5,5 et magnitude 6,8. Et leur séparation est un petit peu plus relâchée, 6,8 secondes. Mais c'est quand même assez serré. Leur éclat est jaune et bleu. La troisième étoile remarquable, étoile double remarquable. Alors. Bon, ça, ouais, hop. C'est 53 AQR. Alors là, par contre, pour aller la chercher, c'est un peu plus coton. C'est un peu paumé, quoi. Alors, c'est aussi une étoile multiple. Alors, magnitude 6,4, 6,6 et 12,9. Entre A et B, les deux premières, c'est 3,1 secondes d'arc, donc c'est serré. Entre B et C, c'est 46 secondes d'arc. Et il y a aussi une quatrième, alors là c'est encore plus serré, c'est 1,8 secondes d'arc. Donc c'est un sacré challenge. Il faut déjà la trouver, et puis après il faut grossir. Et c'est un éclat jaune. Et la dernière étoile double, c'est 41 du Verseau. Voilà, 72,93. Donc 41 du Verseau. C'est une étoile double, une simple étoile double. Magnitude 5,6 et 6,7 et séparée de 5,2 secondes. Donc elles sont assez serrées, ces étoiles doubles dans le Verseau. Alors, si l'envie vous prend d'étudier les étoiles variables, il y en a 3. Bon, il y en a plus encore, mais j'en ai retenu 3 qui sont intéressantes à aller étudier. Alors, il y a V, AQR. Alors, voilà. Alors, étoile variable, V du Verseau. C'est une variable semi-régulière, c'est-à-dire qu'elle passe de magnitude 7,6 à 9,4 en 244 jours. Et son éclat est rouge. Elle est intéressante celle-là parce que on peut
les instruments amateurs peuvent la suivre facilement parce que passer de 7,6 à 9,4, on la voit, enfin, on la distingue tout le temps, quoi. C'est pas forcément le cas des deux suivantes. Il y a par exemple T. Alors voilà. T du Verseau, qui est aussi une longue période de type Miraceti. Donc Miraceti, c'est une étoile variable dans la baleine qui a une périodicité de 330 jours, je crois, et qui varie de magnitude 2 à magnitude de 13, un truc comme ça, quoi. C'est un truc assez... Et donc, celle-là, l'étoile T, elle a une longue période de 202 jours, et elle passe de magnitude 7,5 à magnitude 14,2. Alors, magnitude 14,2, il faut un télescope qui grossit, enfin, qui est assez puissant pour pouvoir la suivre, quoi. Donc voilà. Il faudra qu'on étudie un peu plus les... C'est un truc un peu négligé, je trouve. Mais bon, après, c'est peut-être un sacerdoce à faire. C'est pas forcément très spectaculaire. Non, c'est long, mais Ouais. ça demande de chercher. Dans mon bouquin là, que j'utilise, les splendeurs du ciel profond. Les splendeurs du ciel profond. Ah bon, sur Internet? Non, mais c'est celui que j'utilise, que j'utilisais jusqu'à avant le coronavirus, là. C'est bien d'avoir des Le ciel d'été, d'automne, d'hiver, tout ça. chaque constellation. Ouais. Et il faut savoir où se trouve la 5009 là. Oui, ben ça va venir, oui, c'est prévu. Alors, une dernière étoile variable, hop, Y. Alors, Y. Alors, celle-là aussi, c'est une variable de longue période de type Mira. Elle passe de magnitude 8,4 à magnitude 15 en 382 jours. Là aussi, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les étoiles. Alors maintenant, les objets du ciel profond. Alors, il y en a toute une liste là. Il y en a quand même certains qui sont plus intéressants que d'autres. D'ailleurs, la plupart sont... attendez, je vais redéplacer un peu le truc, voilà, recentrer. Voilà. La plupart sont d'ailleurs à l'écran. On va commencer par M2. M2, ici. C'est un amas globulaire. C'est visible aux jumelles. C'est une nébulosité compacte et brillante déjà visible aux jumelles. Et sa périphérie commence à être bien résolue dans un télescope de 200 mm. Ce que je vais faire... alors attendez, je vais jongler, parce que c'est bien quand même de voir des images. C'est là, paf. Je vais faire une chose. Je vais... oui, ouvrir Internet. Ben non, c'est vrai, je l'ai déjà ouvert. Tac. Alors, ben non, je ne vais pas ouvrir Internet, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Alors. Alors, un castar, ici. M2. M2. Il y a les, malgré tout. Je vais enlever ça. Voilà. Ah, oui. C'est pourtant j'y suis.
Allez, on change. J'enlève les marquages. C'est là. Voilà. Donc, c'est un amas globulaire qui est assez concentré, hein. C'est pour ça qu'il faut un certain diamètre pour commencer à séparer les étoiles, à résoudre un peu l'amas globulaire. Un deuxième objet, un objet de Messier. Alors les objets de Messier dans le verso, à part M2, ils ne sont pas super spectaculaires. Vous avez ici M72. M72, c'est aussi un amas globulaire. Alors, c'est une petite tache floue uniforme dans un 115 mm, avec une faible condensation centrale de forme triangulaire, cette forme triangulaire apparaît dans un 250 mm. Il est complètement résolu dans un diamètre supérieur. Mais c'est pas bien gros, ça doit faire du combien ça 5,9 minutes d'arc. On est loin des 25 ou 30 minutes d'arc du genre M13. C'est une petite tache foudette. Oh, on peut aller voir quand même ce que ça donne. Allez, ah non, c'est vrai. F11. Voilà. Tac. Et je vais ici M72. Voilà. Vous avez vu entre les deux, entre M2 et M72, c'est pas la même taille, hein. C'est vraiment nettement plus petit. Alors, pas très loin de là, il y a M73. Alors, on va faire un petit recul comme ça. Avec ça, je pense. Voilà. M73, c'est ça. Alors, M73, en fait, ça fait partie des quelques erreurs qu'il y a dans le catalogue Messier. Ça a été pris par erreur pour une nébuleuse par Charles Messier. Et en fait, c'est surtout d'abord un astérisme de 4 étoiles serrées, visible dans une lunette comme une petite tache floue. Donc, je pense qu'il a dû voir une tache floue, il s'est dit « Ah, ça c'est une nébuleuse ». Eh ben non, c'était raté. Sa forme en Y apparaît dans un 250 mm. Donc voilà, c'est une curiosité, c'est pas très spectaculaire, M73. Voilà. Alors, pas très loin non plus, M72, M73, vous avez NGC 7009. Et NGC 7009, en fait, vous avez ici la tête du Capricorne. Albali, Salal Sud, tout ça. Hein. Vous prenez cette étoile, Albali. Cette autre étoile-là, c'est Mu ou Nu, je ne sais plus, Aquarie. Et en fait, beaucoup plus proche de cette étoile-là, un petit peu écarté, vous avez 7009. Et 7009, alors, petite, voilà. Là, on voit bien quand même la forme un peu avec les anneaux, quoi. Alors, 7009, c'est une nébuleuse planétaire, une petite tache floue, d'aspect quasi stellaire dans des petits instruments. Sa couleur bleuâtre se distingue dans un 200 mm.
Et de nombreux détails de sa structure ovalisée se dévoilent dans un 250 mm. Et c'est préférable d'avoir un filtre interférentiel de type oxygène 3 par exemple, pour améliorer la vision. Alors, ça, c'est 7009. L'autre nébuleuse planétaire, c'est là on est dans le petit avec 7009. Avec la suivante, on est plutôt dans le XXL. XXL, en fait, c'est NGC 7293, qui est ici. Ah oui, c'est vrai. Alors, 7293, c'est la nébuleuse Helix, l'hélice. C'est une nébuleuse planétaire étendue, observable comme une petite tache floue aux jumelles, ou dans un 115 mm à faible grossissement. Il est préférable aussi d'utiliser des filtres UHC ou oxygène 3 dans un bon ciel. Les renforcements lumineux nord et sud de la structure annulaire sont bien visibles dans un 250 mm. Et voilà, on va se rapprocher. Voilà. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est dommage parce que vous devinez peut-être ici une hélice ici. Voilà. Et il doit y en avoir aussi, mais là, même sur mon écran, je ne les vois pas. Oui, oui, bien sûr. C'est assez gigantesque quand même. C'est un beau bébé de nébuleuse planétaire. Donc là, avec ces objets-là, on a déjà vu l'essentiel de ce qu'il y a à voir dans le Verseau. Il y en a quand même d'autres d'autres objets qui sont nettement plus difficiles d'accès. Alors on a vu la nébuleuse Saturne. Il existe aussi dans le Verseau la galaxie Saturne. Alors, la galaxie Saturne, c'est NGC 7184. NGC 7184. Allez, hop, voilà. Voilà, il y a du monde. Alors, on se rapproche. Et vous remarquez quand même quelque chose qui saute aux yeux. C'est cette structure annulaire, voilà, qui a donné son nom, qui a donné son surnom à cette galaxie. Par contre, voilà, elle est faiblement visible. Elle apparaît comme un large fuseau très pâle et diffus dans un Max-Uthoff, dans un 127 mm. Elle est peu contrastée mais bien visible en vision décalée, peu contrastée mais bien visible en vision décalée un minuscule noyau parfois discernable dans un 280 mm. Et l'anneau autour du noyau, qui a inspiré les observateurs en surnommant l'objet la galaxie Saturne, n'est visible que dans des instruments de gros diamètre, 500 mm et plus. Donc, ou alors peut-être en photo, sans doute, je pense, en photo. Mais en visuel, il faut du gros pour pouvoir voir l'anneau. Mais bon, déjà, la galaxie en elle-même, elle est sympa. En tout cas, c'est pas le même concept que les disques de pression qu'on voit autour d'une étoile, par exemple. C'est vrai que ça ressemble. Ouais. Alors, après la galaxie Saturne,
il y a aussi la galaxie de l'atome. Alors, la galaxie de l'atome, la galaxie Saturne, attendez, avant, on va quand même voir où elle se trouve dans la constellation. Allez, hop. Et vous voyez qu'il y en a quelques-unes aussi autour, hein. D'accord. Ouais, c'est... Ouais, donc ici, on a là le vase. On a ce 4 ici, ou là, je ne sais plus, voilà. 72,93. Il y a le triangle. Ouais. Elle n'est pas facile à aller chercher, hein. Ouais, ça se mérite. Alors, la galaxie de l'atome, 7252. NGC 7252. Ah, bah celle-là sera certainement plus facile à repérer vu qu'elle n'est pas très très loin de 7293 de l'hélice. À côté d'une étoile rouge, en effet. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là? Elle n'est pas grosse. Alors, c'est une petite tache pâle et diffuse dans un 150 mm. Alors, brillante avec un noyau compact, entouré d'un faible disque diffus, plutôt ovale dans un 280 mm. Voilà, donc c'est assez ponctuel, quoi, en fait. C'est très très compact. Bon, après, voilà, la galaxie de l'atome, voilà. 17h45, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après, voilà, je pourrais continuer encore. Il y a pas mal d'autres galaxies encore de visibles, mais c'est aussi des galaxies qui sont faibles, où il faut voilà, des instruments de 150 mm ou, voilà, pour pouvoir y accéder. Voilà, je pourrais citer NGC 7585. Ah ouais, tiens, on va faire 7585. NGC 7585. Hop là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que il y a d'autres galaxies qui sont pas super spectaculaires non plus dans le même champ. Voilà. Et tout ça, ça se trouve, voilà. Ok. Voilà, 75-85. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 77-23, oui. Non, c'est tout ça, c'est petit quand même. Petite tâche difficilement visible. Ah, voilà, tiens, je vais finir par NGC 72-80. Ah bah non, j'ai fait ça, 72-84. Non, non, 72-84. Voilà. En fait, il y a 72-84 et 72-85. Il y a deux galaxies en une. Voilà. Ça, c'est un duo de galaxies faiblement lumineux, discernable dans un 200 mm, mais un 250 mm sera nécessaire pour les distinguer individuellement. Alors, les détails sur chacune des deux structures apparaissent dans un 280 mm. Voilà, ou un 350, c'est pas mal aussi. Alors, où est-ce que ça se trouve, ce duo-là? Alors, 1,
dézoomant, dézoomant, dézoomant. Il faut remonter par Fomalhaut. C'est entre Fomalhaut et 72-93 en fait. Ouais, enfin non, c'est... Ah, ou alors Fomalhaut, celle-là, et... Ouais, c'est ça. 72-84. Voilà. Pour retrouver 72-84, il faut utiliser Fomalhaut. C'est Epsilon, je crois, et puis voilà, et on continue. Moins d'une fois, et en tout, on tombe sur 72-84. En espérant ne pas s'être égaré en cours de route. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les objets du ciel profond dans le Verseau. Ben voilà, quoi, ainsi se termine la séance. Voilà, ben c'est tout. Ouais.